C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans l'Afrique en mouvement, l'émission qui fait la rétrospective de l'actualité africaine sur Medi 1 TV Afrique. Cette semaine, nous reviendrons sur les points majeurs de l'actualité sur le continent dans le point de l'actu. Ensuite, on vous proposera le best-of qui vous offre des séquences intéressantes de nos différentes productions de la semaine. Sur ce, mettons le cap sur le Sénégal. Africa Tech Cap Tour a tenu à Dakar un bootcamp sur l'intelligence artificielle et le big data. Il s'agit d'une série d'événements qui se déroulent dans plusieurs capitales africaines avec pour objectif de favoriser l'émergence et le développement des projets dans le domaine des technologies. Pour l'étape de Dakar, les femmes ont été mises à l'honneur. Sur une quarantaine de participants, seuls 5 sont des hommes. On retrouve Daouda Sow et Sanoussi Sané. Dans la salle où se déroule la formation, les participants suivent avec intérêt les explications du formateur. Nous sommes au bootcamp, au camp d'initiation à l'intelligence artificielle. Dans les deux salles de formation, le même constat. Le nombre de femmes est largement supérieur à celui des hommes. En effet, après Lomé et Abidjan, les initiateurs ont voulu favoriser à Dakar une participation massive de la gente féminine. La promotion est à plus de 90% composée de femmes. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vraiment amener les femmes à s'intéresser davantage à la tech. Cette étudiante en génie informatique est l'une d'entre elles. Passionnée depuis toujours d'intelligence artificielle, elle estime que cette formation vient à son heure. Ma formation, elle est générale, elle n'est pas spécialisée et tout. Je comptais à la sortie, on sort ingénieur informatique. Après cela, je comptais sur la voie de l'intelligence artificielle. Mais bon, grâce à cette formation, je pense que je n'aurai pas besoin de me reformer encore pour poursuivre ça. Je pourrai directement travailler là-dessus. Les hommes n'ont également pas été en reste. Bien que minimes par leur présence, ils sont tout aussi intéressés par la question. Ça m'a toujours impressionné, vu l'intelligence artificielle, Big Data. Bon, vu que j'ai l'opportunité de le faire avec Africa Tech Tour, bon, je me suis dit que pourquoi pas ne pas inscrire. Africa Tech Up Tour a pour objectif de favoriser l'émergence d'un maximum de concepts entrepreneuriaux dans le numérique. Pour ce faire, il mise sur la détection des talents et projets innovants afin de les accompagner. Le Niger, pays exportateur de pétrole, c'est désormais possible avec la construction prochaine d'un pipeline de plus de 2000 km. L'oléoduc d'une capacité de transport de 4,5 millions de tonnes par an devrait traverser le pays avant d'atteindre le port de Sémé au Bénin. Les deux pays ont signé en janvier 2019 un accord bilatéral sur la construction et l'exploitation d'un système de transport des hydrocarbures. Un projet qui devait permettre au Niger de restructurer son tissu économique à travers l'exploitation de son pétrole. Les détails avec Jean-Djibril William. C'est depuis la région du Difa au sud-est du Niger que partira le plus grand pipeline du continent africain. L'oléoduc, dont la première pierre a été posée par le chef de l'État nigérien, traversera 5 régions du pays en direction du Bénin. Une infrastructure longue de 2085 km qui devrait permettre au Niger d'exporter son pétrole sur le marché international en passant par le port de Sémé. Un chantier de tous les records qui devrait contribuer à structurer une économie vacillante pour le pays. Ce projet, par sa taille, son niveau d'investissement, les recettes attendues et les emplois qu'il générera, est le plus important projet que notre pays ait connu depuis son indépendance. Il représentera ainsi à l'horizon 2022 24% du PIB, 45% des recettes fiscales et 68% des exportations, avec 8 à 12% des emplois salariés formels au Niger. Le projet prévoit ainsi un investissement de 4 milliards de dollars entre 2019 et 2021. Il comprend notamment, en plus de l'oléoduc, la construction de nombreuses infrastructures destinées à l'exploitation et au transport des hydrocarbures.
de quoi permettre au Niger de gérer sa production de pétrole qui devrait passer de 20 000 à 100 000 barils par jour. Le projet va concerner d'autres installations comme la poursuite du développement des champs pétroliers, comme la réalisation de différentes stations de traitement, comme la réalisation de centrales électriques. C'est près de 120 MW qui vont être installés dans la zone. Ce projet va également voir la réalisation d'un nouvel aérodrome ici à Koulélé. Si sa participation à l'économie n'est aujourd'hui que de 4%, la construction de ce pipeline devrait permettre au secteur pétrolier un apport de 24% au PIB national. Les recettes fiscales sont ainsi estimées à près de 400 milliards de francs CFA d'ici 2022. Au Gabon, la tabernante Iboga, cette plante longtemps jugée comme stupéfiant, refait surface, mais de manière légale grâce au protocole de Nagoya signé en 2010 lors de la conférence des parties à la Convention sur la biodiversité au Japon. Une rencontre en vue de préparer le Forum international sur la tabernante Iboga en juillet 2020 a été organisée par l'ONG IDRC Africa. Le reportage d'Ahmad Evakabeni. Signé au Japon par les représentants de plus de 193 pays en octobre 2010, l'accord de Nagoya vise à mieux protéger les espèces et les écosystèmes de la planète. Le Gabon, situé en plein cœur de la forêt tropicale d'Afrique centrale, se prépare à rentrer en guerre contre les biopirates. Donc c'est dans ce cadre-là, dans ce registre-là, qu'on va désormais résoudre la question d'utilisation du boga en termes de commercialisation, en termes d'exportation au niveau national. Définie comme une plante hallucinogène et médicinale, l'iboga fut longtemps utilisée exclusivement lors des rituels initiatiques bantous. Or, elle peut être utilisée dans le cadre de soins. D'où ce conclave d'Akonda dans le nord de Libreville de la préparation d'un forum international qui lui sera dédié. L'État gabonais entend gérer la commercialisation de cette plante dite sacrée en toute transparence. Ces trois lois cadres vont encadrer cette gestion des ressources génétiques et de façon spécifique, on peut entendre un texte qui va donner toute la procédure, tout le mécanisme, tout le déroulement pour arriver à l'opérationnalisation du mécanisme d'accès et de partage des ressources génétiques que l'on pourra découvrir et qui aura le potentiel pour arriver à une application commerciale. Pour certaines ONG, la tabernante iboga doit être valorisée, mais sous certaines conditions. En s'appuyant sur le Gabon vert, nous pensons qu'il est important de conduire ce plaidoyer, de conduire cette démarche-là qui va nous permettre d'arriver à, pourquoi pas, mettre en place un cadre juridique correct pour que les populations gabonaises, pour que le Gabon puisse bénéficier des retombées économiques issues de la commercialisation de la tabernante iboga. Selon un rapport de l'ONG Blessing of the Forest, 80% d'iboga vendus dans le monde proviennent du Gabon. Après être longtemps restée dans le secret des initiés, cette plante a été décrétée patrimoine national et réserve stratégique en 2000 par l'État gabonais. En Côte d'Ivoire, une ONG a volé au secours des populations d'un quartier d'Abidjan en organisant une séance de vaccination gratuite. Parrainée par l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Abdelmalek Kettani, en présence du ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, ce sont 1000 personnes, dont 400 enfants, qui ont bénéficié de cette campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde, la fièvre jaune et la méningite. On fait le point avec Mel Berchel et Joseph Zécré. C'est sous une fine pluie que l'ONG Foi pour Servir a procédé au lancement de sa campagne de vaccination dénommée Vaccination Solidarité. Une première édition qui a débuté dans la commune d'Abobo et qui a permis à 400 enfants et plusieurs centaines de personnes démunies de cette localité de bénéficier de vaccinations contre la fièvre typhoïde, la méningite et la fièvre jaune. Notre pays fait face à une épidémie de dengue et de fièvre jaune qui ravage le pays. Donc on s'est dit à un moment donné, il faudra qu'on tourne notre regard vers nos populations, vers ceux-là même qui sont dans le besoin. Donc c'est à notre niveau, notre manière de participer à l'éradication de cette pandémie-là. Plusieurs personnalités ivoiriennes, dont le ministre d'État, ministre de la Défense, maire de la commune d'Abobo, étaient présentes lors de cette cérémonie de lancement, mais également l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire qui a parrainé l'événement. Conformément aux instructions de Sa Majesté le Roi, on apporte un soutien social qui est modeste, mais qui quand même donne une certaine dynamique à ce niveau-là. On est très heureux de le faire aujourd'hui. Vous savez, Abobo, c'est une commune où les parents sont de classe moyenne,
modeste, j'allais dire, et le social doit être une action de tout le monde. Cet élan de solidarité qui consiste également à contribuer au bien-être des populations est le credo de l'ONG Foi pour servir. Elle organise régulièrement des actions de bienfaisance. Nous sommes très heureux d'avoir reçu ces soins gratuitement. J'ai pris pour que cela puisse continuer, pour que les gens qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir payer les frais de vaccin puissent en bénéficier. Pour cette première édition de cette campagne de vaccination, ce sont au total 1000 habitants de la commune d'Abobo-Sagbé 1 qui ont bénéficié de vaccinations gratuites. Former des femmes scientifiques, c'est l'objectif du concours Miss Science qui a été lancé à Bamako. Ce concours met en compétition les meilleures filles en sciences des 20 académies du pays. Au total, ce sont 80 filles qui sont en compétition pour remporter la couronne de Miss Science édition 2019. Reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Dans l'enceinte de la faculté des sciences et techniques, les 80 filles venues des 20 académies du Mali révisent les cours avant d'entamer les épreuves de physique, chimie et de sciences naturelles après avoir terminé celles de mathématiques. Ce concours pour combler le déficit de femmes dans le domaine des sciences au Mali. L'objectif de ce concours, c'est d'attirer les filles vers les sciences. On a peu de filles scientifiques au supérieur et ça doit commencer par la base. C'est pourquoi on sélectionne déjà les meilleures filles en sciences à la base pour pouvoir les encadrer à ce qu'elles deviennent des scientifiques dans le futur. Classées premières en sciences, les candidates qui viennent de l'ensemble des régions du Mali saluent l'initiative de ce concours qui est à sa deuxième édition et espèrent remporter la couronne de Miss. Nous testons nos compétences, voyons de quoi nous sommes capables. Ça permet aussi de connaître beaucoup de choses. Enfin, toutes les académies se réunissent. On apprend à être amis, à se connaître. À la fin de ce concours, j'espère ramener la couronne avec moi dans ma région. Mais au-delà de ce concours, elle rêve grand pour elle et pour le pays. On parle tout le temps du fait qu'il y a le drapeau américain sur la Lune. Et moi, j'aime mon pays et je voudrais qu'un jour, le drapeau malien soit sur la Lune. Saine émulation soutenue par l'UNESCO, le Mali s'est inspiré du modèle sénégalais pour initier ces concours Miss Science qui mettent l'accent sur la beauté intellectuelle. Un tour au Maroc pour parler du festival Tandiaz. C'est au Palais Moulay Hafid, cœur battant de ce festival, plus précisément sur la scène BMC Palais, que Kika s'est produite jeudi dernier. Sa voix, son énergie, sa présence et son groove ne nous laissent pas indifférents. Un voyage musical aux sonorités jazz soul teinté d'influences 70s. Un répertoire original se nourrissant d'un regard que porte Kika au monde qui l'entoure. Reportage avec Souel Jalil. Kika, une présence aérienne. Un son qui réjouit, blesse, souffre, ose, rit et réchauffe. Une présence charismatique et une musique explosive qui swing dès les premières notes. C'était une joie énorme d'être là pour les 20 ans de ce magnifique festival. On respire une convivialité unique qui est donnée grâce à la culture marocaine, grâce à la chaleur, grâce au fait que les gens vraiment participent énormément au concert. Il y a un vrai échange, les gens chantent magnifiquement, ils ont les rythmes sur leur peau et c'est contagieux, donc nous on trouve que du plaisir à jouer ici. Une voix passant du rock au cristallin, un savoureux cocktail de composition sublimé par le son inimitable de l'orgue Hammond. Toute la musique peut être jazz. Ça suffit de le savoir jouer dans un certain esprit. Donc pour moi je rêve de faire un jour une jam session, si on peut dire comme ça, avec des musiciens marocains par exemple. Des sonorités éclectiques, une personnalité pétillante et une voix puissante et acidulée, autant d'atouts qui font de Kika une chanteuse féline, fougueuse et totalement originale, et pour tout dire, une artiste en dehors de tous les standards.
On en vient au best-of de cette semaine et nous l'ouvrons avec notre émission dénommée Croissance verte. Nos équipes se sont introduites dans une aire marine protégée du Sine Saloum au Sénégal pour assister à un camp climat qui a réuni bien sûr 300 personnes, des jeunes pour la plupart mobilisés autour d'un sujet d'intérêt commun, la préservation de l'environnement. Et il y avait plusieurs ateliers au programme. Parmi eux, un était consacré au reboisement. Vous allez le découvrir dans l'extrait qui suit. Regardez. Aujourd'hui, c'est journée reboisement. Deux groupes distincts sont formés. Les uns, munis de leur plan d'anacarde, se rendent à Supo pour y reboiser la forêt. Le deuxième groupe, pour sa part, a choisi de rester à Bamboung pour procéder au reboisement de mangroves. La mangrove est un écosystème de marée maritime, incluant un groupement de végétaux spécifiques, principalement ligneux. Elle comporte beaucoup de bienfaits en termes de stockage de carbone et de sécurité alimentaire et participe également à réduire les risques de catastrophes naturelles en lien avec les impacts du changement climatique. L'érosion dont sont victimes les zones côtières n'épargne pas ce campement des îles du Sine Saloum, d'où l'utilité d'y planter des mangroves qui constituent des stabilisateurs efficaces à la résilience écologique des écosystèmes. Ce qu'a compris cet Algérien, doyen du camp climat. Les événements de Ain Salah en Algérie, où il y a eu l'idée de l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste en Algérie. Et à ce moment-là que j'ai réellement pris conscience du danger de la sauvegarde de l'environnement et d'un climat sain. Africa Chic, l'émission dédiée à la mode africaine de Medi 1 TV, a fait un clin d'œil au pagne africain. Dans ce reportage, vous allez découvrir différentes qualités du pagne africain grâce à notre équipe qui s'est rendue dans la commune d'Adjamé, située au centre d'Abidjan. La vestimentaire traditionnelle ou moderne représente l'un des facteurs caractéristiques de la culture et de l'identité d'un peuple. À l'instar d'autres peuples africains, la Côte d'Ivoire, depuis ses origines, a su développer et s'accaparer de la culture du pagne. Au marché d'Adjamé, commune des affaires de la capitale économique ivoirienne, le commerce du pagne est l'une des activités principales. On trouve de nombreuses copies de marques les plus prestigieuses de provenances diverses. La Côte d'Ivoire fait sa commande. Bon, souvent, les dessins qu'il y en a chez les gens de la Côte d'Ivoire, les gens de Lomé n'en ont pas. Les gens de Lomé, il y a des dessins qu'ils ont, les gens d'ici n'ont pas. Donc ça fait que souvent, on est obligé de prendre pour mélanger ensemble. Bon, il y a d'autres qui marchent, il y a d'autres, pour Lomé aussi, beaucoup de fois ça marche. Mais les prix sont beaucoup abordables. Parce qu'il y a une très grande différence entre le prix de la Côte d'Ivoire et puis pour l'autre pays. Et on termine avec ce focus sur le danseur sud-africain Moussa Mota. Amputé d'une jambe à l'âge de 11 ans des suites d'un cancer, Moussa Mota est devenu un célèbre danseur malgré son handicap. D'abord danseur de rue, il intègre le Vuyani Dance Théâtre de Johannesburg en 2018. Lorsqu'il ne danse pas, Moussa Mota donne des conférences pour encourager les personnes handicapées à explorer les disciplines sportives ou artistiques et à se débarrasser des préjugés à leur égard. Je vous propose de suivre son parcours. Au théâtre de Johannesburg en Afrique du Sud, un artiste pas comme les autres se prépare pour une énième représentation. Le danseur en question s'appelle Moussa Mota. Ce soir encore, il joue le rôle principal de la pièce chorale Sion, le requiem du boléro de Ravel. Si Moussa s'est fait amputer d'une jambe à l'âge de 11 ans, son handicap ne l'a pas empêché de devenir danseur. Aujourd'hui même, il est la tête d'affiche de la pièce où il incarne le héros, Toloki, un pleureur professionnel. It is the love of music
Ça a été pour l'amour de la musique, vous savez. J'étais d'abord DJ avant que ça se transforme en danse. Comme je dansais beaucoup derrière les platines, j'ai fini par apprendre à danser. Mes amis m'ont appris lors de fêtes. Et puis j'ai pris ça au sérieux et j'ai commencé à véritablement danser. J'étais un danseur de rue qui dansait le bourgeois, le hip-hop et le pantoula avant de me consacrer à la danse contemporaine. Posé sur le rythme du boléro de Maurice Ravel, des danses et chants d'Afrique du Sud. Plusieurs chanteurs et danseurs se partagent la scène. Et tout autour, des croix de bois pour représenter un cimetière. À travers des pas de danse énergétiques et des figures acrobatiques, Moussa met en scène le caractère si particulier d'un pleureur professionnel, se lamenter avec ostentation lors des funérailles. Mon challenge est parfois de reproduire la chorégraphie parfaitement. Pour une personne sans handicap, quelques secondes suffisent pour pouvoir reproduire un geste, mais pour moi, il faut un peu plus de temps. Voilà l'unique différence. À part ça, je suis parfait. Personnage principal, Moussa se transforme sur scène et toute trace de handicap est effacée par l'énergie de sa prestation. On ne voyait pas les béquilles. Ça a été une des choses qui m'a le plus touchée. Quand j'ai remarqué les béquilles, j'étais surprise de ne pas les avoir vues auparavant. Cette pièce m'a vraiment impressionnée, plus que toute autre chose. Depuis qu'il a rejoint le théâtre Vuyani de Johannesburg il y a 1 an, Moussa Mouta a changé de statut. Hier simple danseur de rue, il est aujourd'hui l'un des danseurs les plus prometteurs d'Afrique du Sud. Pour moi, c'était génial. C'était incroyable de voir une pièce pareille. En réalité, ça a été comme un choc. On ne pouvait pas voir Moussa, mais dès qu'on l'a vu sur scène, c'était waouh, il était génial. Il était dynamique, tellement dynamique, il était génial. La danse collective et exaltante, imaginée par le chorégraphe, fait de ce spectacle plein d'émotions un grand message d'espoir. Moussa Mouta a surmonté toutes les difficultés et mis de côté son handicap pour s'élever sur scène sous le feu des projecteurs. Et c'est ici que prend fin ce numéro de l'Afrique en mouvement. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur nos antennes.